Alors, bonsoir, sans plus tarder, commençons. Et bienvenue à cette séance publique annuelle d'information en mode virtuel. Les gens deviennent de plus en plus familiers avec cette méthode. Alors, merci de vous joindre à nous. Permettez-moi d'entrer tout de suite pour faire la présentation des gens qui viendront prendre la parole. Alors, nous allons commencer avec la présidente du conseil d'administration, Mme Micheline Ulrich, qui viendra présenter son rapport. Ensuite viendra M. Vincent Lehouillier, qui est président-directeur général du Centre-Sud de l'île de Montréal, pour nous présenter les faits saillants. Le rapport financier annuel sera présenté par la suite par Mme Guénaëlle Joly, qui est directrice des ressources financières. Et enfin, la dernière personne à prendre la parole sera Mme Céline Roy, qui présentera le rapport annuel de la commissaire locale aux plaintes, et à la qualité des services. Bon, on a beau être familier avec ce fonctionnement-ci, mais quelques mots pour rappeler un peu le déroulement rapidement. Alors, je ne sais pas si on a le nombre de gens présents en ce moment. J'essaie de voir combien de personnes se sont joints à la rencontre. Nous sommes à peu près une quarantaine, entre 37 et 40 personnes. Alors, merci. Merci de vous être joints à nous. Comme vous le savez, les caméras et les micros seront fermés pour les invités, pour laisser la place aux présentations. Et pour ce soir, compte tenu que le délai pour recevoir les questions à inscrire au registre était fixé au 15 novembre dernier, nous n'en avons reçu aucune. Donc, exceptionnellement, il n'y aura pas de période de questions ce soir, mais toutefois, si des questions surviennent durant la soirée et que vous auriez l'intention de nous écrire, c'est possible de le faire à l'adresse suivante, ca.cc.smpl@sss.gouv.qc.ca. Et ma collègue Desneiges, qui est modératrice à la plateforme ce soir, va vous l'indiquer à l'écran dans la section clavardage. Et aussi, en fin de rencontre, en fait, demain, après la rencontre, vous recevrez un sondage d'appréciation que vous pourrez remplir et nous retourner. Ça nous fera plaisir de consulter, bien sûr, vos commentaires. Alors, sans plus tarder, j'invite Madame Micheline Ulrich, présidente du conseil d'administration, à présenter, à faire les quelques mots d'introduction. Alors, Madame Ulrich. Merci, M. Raymond. Alors, bonjour à tout le monde. Il me fait bien plaisir d'être ici avec vous. Alors, si vous permettez, je vais vous quand même vous signifier que la séance publique annuelle d'information du conseil d'administration s'est ouverte à 17 heures et nous avons eu un proposeur et un appuyeur. L'ordre du jour tel que vous a été proposé par M. Raymond, a aussi été proposé et appuyé. Et aussi l'adoption, nous avons eu l'adoption du procès-verbal de la séance publique annuelle d'information du Conseil du 17 novembre 2021. Alors, nous avons eu aussi un proposeur et un appuyeur. Alors, on serait rendu maintenant à ma petite allocution annuelle. Alors, je vous remercie beaucoup d'être présente et présent et de vous être joint à nous. Alors, je crois que je n'apprendrai rien à personne pour vous dire que encore cette année, la gestion de la pandémie a nécessité beaucoup d'agilité et une grande organisation afin de maintenir le cap et de continuer d'offrir les meilleurs soins et services possibles en pareil contexte. Il a fallu de la ténacité et de la bienveillance soit au cœur de nos actions. Ce thème, judicieusement choisi pour le rapport annuel de gestion 2021-2022, est donc très éloquent des valeurs, de l'empathie et du travail inlassable de nos équipes au cours de la dernière année. Aussi, il illustre parfaitement l'esprit de solidarité qui caractérise notre établissement et le distingue.
L'année 2021-2022 nous a donné un indéniable sentiment de déjà-vu. Et sans compter la fatigue pandémique et l'apparition de nouveaux variants qui ont posé des défis constants aux établissements de santé et des services sociaux et ailleurs dans la société. Le CIUS du Centre-Sud de Montréal a d'ailleurs poursuivi les actions entreprises en 2020-2021 afin de limiter l'impact de la pandémie au sein de la population montréalaise et dans ses milieux. Le mot d'ordre de la dernière année a été de surmonter les vagues et les remous de la COVID-19. Nous avons eu pénurie de produits sur le marché, recherche et développement de substituts, nouveaux sites à desservir, utilisation des blouses et uniformes lavables, distribution massive de masques N95, tests de dépistage rapide, gestion de crise et j'en passe. Malgré ces défis rattachés à la pandémie, il y a aussi eu quelques impacts positifs tels que le virage numérique et la consolidation des partenariats internes et externes. Sur le plan de la vaccination contre la COVID-19, plusieurs sites de proximité ont été ouverts afin de répondre aux besoins et aux particularités de nos différentes clientèles. Alors que la santé physique et la santé mentale vont de pair, l'équipe psychosociale du CIUS a offert une série de capsules vidéo hebdomadaires à l'intention des employés, des gestionnaires et des médecins, visant à les aider à composer avec les répercussions de la pandémie. Or, en dépit de la COVID-19, le CIUS du Centre-Sud a bien tiré son épingle du jeu. Nous avons pu compter sur des gens et des équipes formidables, déterminés à contrer la pandémie. Aussi, c'est en toute reconnaissance qu'au nom du conseil d'administration du CIUS, je les remercie du fond du cœur pour tout leur travail, qui n'a certes pas été facile. Je me permets d'ajouter que notre gestion de la crise à l'hôpital chinois de Montréal a été saluée par Maître Jeanne Camille, présidente de la commission d'enquête publique sur les décès en CHSLD survenus lors de la première vague. Elle a reconnu l'immense travail qui a été fait à ce moment par les équipes. Le CIUS du Centre-Sud est aussi au diapason de la société. Et malgré les défis colossaux et les innombrables défis de la dernière année, l'établissement est néanmoins demeuré attentif aux besoins évolutifs de sa communauté. Je pense entre autres à l'adoption de la politique organisationnelle sur l'équité, la diversité et l'inclusion. C'est pourquoi le CIUS du Centre-Sud pose des actions concrètes pour développer une culture d'ouverture et de bienveillance pour les personnes issues de la communauté LGBTQ+. Aussi, en 2021-2022, le CIUS du Centre-Sud a de nouveau rayonné sur le plan de la santé urbaine, notamment par le premier colloque qui a été tenu en la matière. Dans cette même foulée, l'établissement considère les enjeux de changement climatique comme une priorité et assume déjà un rôle de leadership, justement par son volet de santé urbaine et par ses plans et projets de développement durable. Je tiens aussi à souligner que la dernière année a été celle de la mise en œuvre des recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse, la Commission Laurent. Le CIUS du Centre-Sud a fait partie prenante de cette commission et nos équipes ont travaillé de façon très
continue à alimenter toutes les données dont avait besoin la Commission. Je voudrais remercier particulièrement notre service de protection de la jeunesse pour ça. En terminant, j'aimerais ajouter que notre CIUS compte parmi ses clientèles des communautés issues des Premières Nations. Nos équipes veillent à leur fournir des soins et des services accessibles, accueillants et équitables et en toute dignité. Il en est non seulement de notre mission, mais aussi de notre vision et de nos valeurs intrinsèques. Ce soir, vous remarquerez, par le biais des présentations, pourquoi les mots ténacité et bienveillance définissent si bien le CIUS du Centre-Sud dans cette deuxième année de gestion de la pandémie. Encore une fois, la détermination, l'audace, l'inventivité et la mise en place rapide de pratiques novatrices au profit de nos clientèles, de notre personnel et de la communauté ont permis de surmonter les vagues. Merci aussi aux usagers, aux proches et aux familles qui, malgré l'adversité et les nombreux ajustements sur le plan de l'accès aux services, ont fait preuve de souplesse, de courage et aussi de résilience. Je vous remercie d'être au rendez-vous et vous souhaite une très belle soirée. Je passe maintenant la parole à Monsieur Vincent Lehouillier, le PDG de notre organisation. C'est Lehouillier, à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ça me fait plaisir aujourd'hui de participer à cette, pour moi, cette première assemblée annuelle publique d'information à titre de PDG de l'établissement. Donc, je suis entré en fonction en juin dernier. J'ai eu l'occasion au courant de l'été de redécouvrir cet établissement-là, puis surtout les personnes qui y œuvrent dans la totalité des secteurs. Puis, vous savez, là, on a des services sur l'ensemble de l'île de Montréal. Donc, je suis encore en mode de découverte. Je me permets encore, sur une base hebdomadaire, d'aller vers les équipes et d'essayer de voir comment on peut continuer d'améliorer avec leur concours, la qualité puis l'accès à nos services. Je vois sur le terrain, moi, des gens très mobilisés, motivés. Il y a des défis, je pense qu'il ne faut pas le nier. Madame la Présidente a fait état de certains défis qu'on a rencontrés dans la dernière année. On a encore des défis devant nous, mais je vois des gens mobilisés, puis c'est sécurisant, c'est rassurant au regard de la qualité et du devoir qu'on a dans la société qui est important. Le rôle du réseau de la santé et des services sociaux est de premier plan et c'est important qu'on puisse garder nos attentes élevées pour l'amélioration de nos services puis contribuer à l'amélioration de ceux-ci. Peut-être quelques faits saillants par rapport à notre établissement. On prend c'est un établissement qu'on connaît bien, mais rapidement, peut-être quelques informations là, sur un peu de qui on parle. Bien, d'abord, évidemment, ça peut sembler évident au niveau de la mission, mais la mission de l'établissement, c'est de veiller à la santé, au bien-être de la population de son territoire. Nous, en plus, on offre une gamme de services qui est large dans l'ensemble des programmes de santé et de services sociaux. On contribue à la formation académique, au développement et au partage des savoirs scientifiques. Je vais avoir l'occasion d'y revenir. Évidemment, on veut des services accessibles, efficaces, sécuritaires, humains et de qualité. On a aussi une mission particulière. On parle de la mission relative à nos territoires, qu'on connaît bien dans les 4 arrondissements qu'on dessert à Montréal, mais on a certains services qui couvrent l'ensemble de la population de l'île de Montréal. Donc, ça amène une couleur particulière à notre CIUS et ça amène, je vous dirais, une richesse à l'expertise qu'on peut rencontrer dans nos différentes équipes. La vision de l'établissement, on veut être un établissement qui anticipe les besoins évolutifs de la population qui dessert, qui s'adapte ou se redéfinit en conséquence. Je pense que la pandémie j'allais dire qu'on a vécu, mais qu'on vit encore, mais dont on espère la partie la plus aiguë est derrière nous, et est un exemple de ça. Mme Ulrich en a fait état, mais je pense que c'est important qu'on maintienne cette vision-là. Puis évidemment, en termes d'approche usager partenaire, bien, on doit continuer d'être à l'écoute, mais aussi impliquer les usagers, dans le fond, dans la redéfinition de nos services, puis les consulter au fur et à mesure qu'on évolue dans nos réflexions pour qu'ils puissent être en mesure d'y contribuer, de les enrichir
et puis, évidemment, d'être en écho à leurs besoins. Si on continue, des mandats régionaux, supra-régionaux, je l'ai mentionné. Je vais y aller rondement, mais évidemment, on gère pour l'ensemble de l'île de Montréal le programme de soutien aux organismes communautaires. On gère aussi pour une bonne partie du Québec la Banque interrégionale d'interprètes. On soutient aussi les travaux ministériels en lien avec le dossier Santé Québec, le DSQ. On gère aussi pour l'île de Montréal le Centre de répartition des demandes de services montréalais, CRDS. Ça, c'est quand une personne a besoin d'un service médical, de voir un médecin spécialiste. Les médecins de famille peuvent référer à ce service-là pour s'assurer que les citoyennes, les citoyens de l'ensemble de l'île de Montréal, qu'on puisse arrimer leurs besoins avec une disponibilité chez un médecin spécialiste. On a dans le fond là, 31 mandats régionaux de nature plus administrative comme ceux que je viens de nommer. Puis on a des mandats régionaux de nature clinique. À titre d'exemple, le programme jeunesse où on dessert l'ensemble de la clientèle francophone et allophone de l'île de Montréal. On a l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal qui dessert évidemment l'île de Montréal, mais l'ensemble du RUIS de l'Université de Montréal, puis une bonne partie du Québec en termes d'expertise. On a le programme DI, TSA, DP, le programme, je vais y aller au long, parce que les acronymes, des fois, ce n'est pas toujours évident, on est habitués, nous, entre nous, mais le programme déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique, où on a des créneaux d'expertise, même nationaux. On a le programme SAPA. Le programme SAPA, c'est le programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées, où on a aussi une gamme de services importante. Du côté de notre programme Santé mentale et dépendance, on a aussi une pointe d'expertise. En dépendance, on a le seul institut universitaire au Québec. Évidemment aussi en violence conjugale et agression sexuelle. Donc, quelques exemples, évidemment, parmi nos 87 mandats régionaux et supra-régionaux cliniques. Un petit portrait de qui on est, un petit peu au niveau de l'effectif de notre établissement. Le CIUS, c'est presque une communauté. Il y a beaucoup de villes plus petites en population que notre CIUS au Québec. Donc, c'est un petit peu plus de 25 000 personnes qui avaient l'emploi du CIUS. Un petit peu plus de 24 000 personnes étaient à l'emploi du CIUS au 31 mars dernier. Et puis, ces personnes-là produisent un petit peu plus de 16 000 équivalents temps complet de capacité pour soutenir les services à la population. Je ne vais pas passer à travers la ventilation de chacune des catégories de personnel et de gestionnaire, mais vous voyez que c'est une grande équipe répartie sur plus de 200 sites, donc et présente dans la communauté. Donc, c'est une grande communauté qui est mobilisée pour notre population. Nos désignations universitaires, je l'ai évoqué plus tôt, on a 5 désignations universitaires dans le CIUS. On a l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, on a l'Institut universitaire Jeunes en difficulté, on a l'Institut universitaire sur les dépendances, le seul au Québec, on a l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal et on a aussi le Centre affilié universitaire sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. On a 3 centres de recherche financés par le Fonds de recherche en santé du Québec, le FRSQ. On a le Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. On a le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal Métro. Et on a le Centre de recherche en santé publique. Donc, vraiment une grosse activité académique dans notre établissement. Puis on travaille principalement avec l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Montréal. On travaille aussi avec d'autres universités, notamment l'Université de Sherbrooke et l'Université McGill. Donc, on est très content de pouvoir compter sur cette expertise académique-là pour non seulement former la relève de demain, mais aussi soutenir l'avancement des pratiques cliniques et être capable d'être un leader au niveau québécois et canadien en la matière. Dans les faits saillants de ce qui a attiré l'attention de l'organisation dans la dernière année, je vous dirais plusieurs de ces faits saillants-là trouvent aussi, heureusement ou malheureusement, une certaine continuité dans l'année qui est déjà bien entamée. Bien évidemment, au niveau du personnel, il y a des défis. Ce n'est pas propre au réseau de la santé et des services sociaux. Dans l'ensemble des juridictions occidentales, on rencontre ce défi-là. Les entreprises privées le vivent aussi. Donc, mais on a été capable quand même de maintenir les services en offrant le soutien nécessaire aux
aux équipes et à l'accès aux soins à la population dans un cadre sécuritaire. Donc, on a toujours cette préoccupation-là aussi. Des fois, dans des équipes, il peut manquer des personnes, on peut avoir des difficultés à avoir des personnes qui connaissent bien les secteurs, mais on a toujours la préoccupation de se dire, quand on fait des remplacements, quand on appelle du renfort, des fois, il y a des corps à découvert, comment on peut avoir toujours une préoccupation de maintenir un filet de sécurité, là, un niveau de qualité et de sécurité le plus élevé possible. Donc, ça, c'est notre obsession, je vous dirais, au quotidien. On a mis en œuvre de nombreuses initiatives de recrutement qui sont encore en cours, mais notamment via la plateforme Je contribue. Puis, vous savez, on a embauché plusieurs, là, c'est le 300 personnes, c'est ce qu'on a embauché l'année dernière, mais depuis le début de la pandémie, c'est des milliers de personnes qui se sont joints à notre équipe. Et notre défi présentement, dans l'année, c'est de pouvoir garder ces personnes-là dans l'organisation puis trouver un rôle peut-être un petit peu moins lié avec la pandémie de COVID-19, mais trouver un rôle, des responsabilités, des défis qui vont inviter ces personnes-là à rester chez nous. Donc, ça, on y travaille avec notre direction des ressources humaines. Contribution générale des équipes en soins infirmiers en période de pandémie avec plus de 8 500 heures. Donc, évidemment, on a vraiment une belle contribution de nos équipes dans le contexte de la pandémie. Donc, ça a vraiment traduit toute la mobilisation des différentes équipes. On a aussi, on était un peu l'an dernier en transition, on l'est encore, parce qu'aujourd'hui, encore, on avait le docteur Boileau, notre ministre, qui faisait part de certains éléments de préoccupation autour de l'évolution de la pandémie, mais maintenant aussi de l'influenza. Donc, mais malgré ça, à travers ça, on a travaillé sur la reprise progressive des activités hospitalières, notamment en chirurgie. Ce n'est pas complété, mais les gens sont mobilisés à ça à l'interne. On a aussi réalisé notre offre de service pour être capable d'offrir des services avec des nouveaux phénomènes comme la COVID longue. Donc, des gens qui ont des séquelles sur plusieurs semaines, plusieurs mois après avoir contracté la COVID. Donc, on veut voir comment on les aide. Et puis, il y a d'autres établissements qui sont impliqués dans cette démarche-là aussi. On a aussi augmenté le nombre de suivis pour les usagers nécessitant des services de réadaptation. On a diversifié notre offre de services pour la clientèle qui ont des déficiences intellectuelles ou des troubles du spectre de l'autisme. Et puis, on a créé des places de répit 2 jours en collaboration avec les organismes communautaires pour donner une pause aux familles qui supportent ces personnes-là. C'est souvent des parents qui supportent leurs enfants et alors des fois même leurs grands-enfants qui habitent avec eux. Puis ces personnes-là qui sont des aidants naturels, c'est pas parce que c'est leurs enfants qui n'ont pas besoin de pause. Donc, on essaie de développer avec les différents partenaires des outils pour être capable de leur donner une petite pause quand c'est nécessaire. On a réduit de 40 nos délais d'accès à l'hébergement ainsi que les délais d'accès à un éducateur spécialisé. On a mis en place une équipe mobile au guichet d'accès afin d'intervenir rapidement lors de situations critiques. J'ai eu l'occasion de rencontrer les éducateurs qui travaillent dans cette équipe-là, quelques-uns parce qu'ils sont sur la route, on le mentionne, mais j'en ai croisé quelques-uns qui vont intervenir quand il y a des personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou des troubles de spectre de l'autisme qui ont un épisode plus difficile. Donc, ces gens-là vont se déplacer pour aller les rejoindre puis tenter de gérer avec eux la situation qui se présente. On a aussi une augmentation de l'offre de soutien à domicile sur l'ensemble de notre territoire, en particulier pour les personnes vieillissantes. Donc, évidemment, c'est un défi de société. Innover et se réinventer, bien évidemment, on a des besoins de population qui sont grandissants, on a des défis de main-d'œuvre, on a des technologies qui évoluent, on a aussi des besoins qui sont grandissants mais qui évoluent au niveau de la population. Donc, c'est pour ça qu'on a créé en cours d'année le Bureau de l'innovation. Puis, on a déployé aussi une première cohorte d'ambassadeurs de l'innovation. Donc, ce sont des employés et des gestionnaires de l'établissement à l'interne qui ont été formés pour être capables d'identifier des opportunités d'innover dans l'organisation, puis qui ont été formés donc pour les identifier, mais soutenir le déploiement de différentes innovations pour améliorer la qualité puis l'accès à nos services. Puis souvent, quand on améliore la qualité puis l'accès, je dirais souvent, mais presque tout le temps, on améliore aussi la satisfaction au travail de nos employés.
Donc, c'est un peu une boucle, tout ça, puis c'est en lien avec notre modèle de qualité-performance, mais on travaille pour continuer toujours d'améliorer notre situation. On a ouvert aussi une unité de patients une unité pour les patients en niveau de soins alternatifs de 24 lits à l'hôpital et 2 unités COVID-19 à l'hôpital Notre-Dame pour la clientèle en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique. Donc, c'est 2 choses différentes. Mais les patients au niveau de soins alternatifs, ce sont des personnes dont la présence, l'état de santé ne nécessite plus une présence à l'hôpital, mais qui, malheureusement, pour une situation transitoire, n'est pas encore capable de les amener vers, par exemple, du soutien à domicile à la hauteur de leurs besoins ou un service d'hébergement. Donc, on a quand même créé une unité à l'hôpital Notre-Dame pour être capable d'accommoder ces personnes-là, puis être capable, toujours en mode transitoire, de soutenir leur autonomie et puis que ces personnes-là puissent continuer d'avoir des services peut-être plus légers que ce qu'on retrouve normalement dans un hôpital, mais qui permettent de les préparer à une transition. Évidemment, du côté des clientèles DI, TSA, DP, on avait aussi des défis avec la COVID-19. Donc, c'est pour ça qu'on a augmenté notre offre de services de façon transitoire, toujours à Notre-Dame. On a lancé aussi le bureau de la valorisation pour la mission universitaire. J'ai eu l'occasion de parler de la mission universitaire précédemment. Puis, on a mis en place aussi le guichet d'accès en santé mentale, le GASMA, pour maximiser l'évaluation et l'orientation des usagers, réduire les délais. Donc, notre équipe de santé mentale est une équipe qui est à l'avant-plan des pratiques modernes en la matière. D'ailleurs, notre chef de département, le Dr Andrés, fait partie de la cellule de crise qui a été planifiée par le ministre pour désengorger les urgences. Donc, on est très fiers de voir que c'est un des médecins, parce qu'il y a plusieurs médecins de notre établissement sur la cellule de crise qui ont été invités à y contribuer, donc pour essayer de trouver des solutions pour l'ensemble du réseau. Donc, on a collaboré aussi avec les établissements du réseau, les partenaires communautaires, la Ville de Montréal, pour le développement de places d'hébergement d'urgence pour les citoyens en situation d'itinérance. On a même aujourd'hui fait une communication au grand public pour annoncer les mesures pour l'hiver qui commence, là, donc qui commence littéralement aujourd'hui avec la météo qu'on connaît. On a intégré des technologies, on appelle ça de Power BI dans nos hôpitaux. BI, c'est pour Business Intelligence. C'est de l'intelligence d'affaires. Dans le fond, ce sont des tableaux de bord qui permettent à nos gestionnaires et à nos intervenants de voir, dans certains cas, en temps réel, l'évolution de la clientèle à travers nos services, puis être capable de voir où sont les goulots, où on a des choses à améliorer, puis être capable d'anticiper aussi la demande, parce qu'on sait que quand quelqu'un entre dans un service, bien, des fois, il y a plusieurs étapes. Donc, ça permet aux gestionnaires, en particulier, de voir un peu les patients, les clients, les usagers qui s'en viennent vers leur service. C'est toujours en développement, mais on est très bien avancé là-dessus. On a aussi mis en place un mécanisme d'accès et de coordination des services avec l'hébergement, donc du côté en particulier du soutien à l'autonomie des personnes âgées. Vaccination et dépistage, 13 sites de vaccination, dont 9 temporaires qui ont été mis en place, donc une grande capacité quotidienne. C'est toujours en cours. On a nos sites de vaccination permanents sont toujours disponibles. On invite la population à aller sur Clic Santé pour être capable de prendre rendez-vous. Et on vaccine dans ces sites-là pour la clientèle en lien avec la COVID, en lien avec l'influenza, mais aussi avec la variole simienne. Donc, on invite les personnes concernées, les personnes ciblées par ces campagnes de vaccination-là à renouveler quand c'est nécessaire leur dose. Puis, on invite aussi les travailleuses et les travailleurs de la santé à s'assurer d'être à jour dans leur situation vaccinale, en particulier au niveau de l'influenza, parce qu'on nous annonce quand même un hiver difficile de ce côté-là, avec une vague qui arrive plus tôt que prévu. Évidemment, on a eu l'an dernier un gros site de vaccination au niveau du Palais des Congrès. Ce site-là a été depuis déménagé sur la rue Berry, tout près de la station, sur la rue de Maisonneuve-Est, plutôt tout près de la station de métro Berry. Mais ça a été toute une réussite, ça, du côté du Palais des Congrès. Mais il y a quand même une offre de vaccination, donc on invite les gens encore à aller sur Clic Santé en cas de besoin. Mise en place de cliniques de dépistage et de vaccination dans nos 2 hôpitaux qui sont encore en fonction, particulièrement pour le personnel, mais aussi les familles, les gens qui sont hospitalisés ou qui vont être hospitalisés. Et puis plusieurs activités campagnes originales
en lien avec la vaccination, notamment au niveau de la campagne arrêt au puits vélo, puis auto, au circuit Gilles Villeneuve, au Centre Bell, au pique-nique électronique. Donc, vraiment, plusieurs initiatives qui ont permis d'aller chercher une couverture vaccinale au niveau de la COVID qui était quand même intéressante là, dans la population qu'on dessert. Contrôle, prévention des infections et gestion des éclosions. On a mis en place, dans le fond, des champions PCI. PCI, ça veut dire prévention et contrôle des infections, pour consolider, dans le fond, les pratiques de gestion de la COVID, puis l'ajustement continu des mesures de protection et du déploiement d'activités pour contrer de déconditionnement. Il y a plusieurs de nos clientèles qui ont, surtout dans les premières vagues, qui ont trouvé ça difficile, dans la population générale aussi, mais particulièrement du côté des clientèles hébergées dans l'ensemble des programmes. Ça a été difficile parce que la circulation des visiteurs était limitée ou très balisée, puis même dans les installations, la circulation était difficile. Donc, on a rehaussé nos équipes de prévention et de contrôle des infections pour être capable d'avoir justement une intervention qui est plus ciblée, qui est préventive, puis qui permet d'atténuer le plus possible les effets négatifs sur la limitation des libertés des personnes dans nos installations. Donc, on y travaille encore, je souhaite remercier l'équipe là, qui approche les défis qui se présentent par nos différentes clientèles avec compréhension, mais qui aussi veut éviter pour cette même clientèle-là qu'on se retrouve avec des problèmes de COVID comme on a vécu, en particulier dans les premières vagues. Les brigades de proximité, toujours au niveau de la PCI, plus de 190 organismes et milieux communautaires soutenus dans l'application des mesures sanitaires, à la prévention et la gestion des éclosions, en plus des activités, évidemment, qu'on maintient dans l'ensemble de nos CLSC et dans nos groupes de médecine de famille sur notre territoire. Dans les autres projets, ce n'est pas exhaustif, là, mais quelques projets porteurs. Bien évidemment, il y a eu le dépôt du rapport de la Commission spéciale sur le droit des enfants et la protection de la jeunesse, qu'on appelait communément le rapport Laurent. Donc, on est en déploiement des suites, des recommandations qui ont été faites là-dessus. Nos deux directions qui sont les plus concernées sont à pied d'œuvre. Il y a beaucoup de recommandations qui ont déjà été appliquées. Investissement pour des ajouts de postes et diversification des services cliniques dans plusieurs secteurs. On sait qu'on a une pénurie de main-d'œuvre au niveau clinique, administratif aussi, mais on a formé et on a introduit, entre autres, des agents administratifs pour venir alléger le travail de nos cliniciens, puis que nos cliniciens puissent se concentrer davantage vers leurs tâches pour lesquelles ils ont une expertise qui est difficile à remplacer, qu'on puisse les alléger des tâches plus administratives ou cléricales. Donc, ça, c'est encore en cours, mais j'ai eu l'occasion dans ma tournée de rencontrer plusieurs de ces personnes-là embauchées et les cliniciennes et les cliniciens que j'ai rencontrés apprécient le rôle. Évidemment, on voudrait toujours en avoir plus, mais on a quand même une belle initiative avec cette démarche-là. Renforcement des services de proximité, évidemment, pour l'ensemble de nos populations. Puis là, on a travaillé là-dessus l'an dernier, mais présentement, on travaille aussi, on mène une réflexion pour voir comment l'évolution de la population sur nos territoires va commander un ajustement des services dans les prochaines décennies, parce qu'il faut penser en avant. Et déjà, avec l'ensemble des projets immobiliers qu'on retrouve dans les arrondissements, notamment Ville-Marie, mais aussi du côté de Verdun, il faut être capable de voir venir les choses et être capable de faire proactivement évoluer notre offre de service. Donc, on mène encore des travaux là-dessus. Agrandissement et modernisation de l'hôpital de Verdun. Pour la communauté de Verdun, ça devient de plus en plus concret. La construction de l'édifice avance très bien. On est sur les échéanciers. On travaille aussi en parallèle avec la construction à la transformation de l'organisation clinique des services avec le soutien de l'ensemble des professionnels et des médecins, puis des directions soutien. Mais c'est tout un projet, puis on est très fiers de voir sortir ça du sol et on a déjà le débarcadère qui va nous être livré très prochainement. Puis on voit le nouveau pavillon qui prend forme et on a bien hâte de pouvoir avancer et être capable d'accueillir dans quelques années, parce que c'est quand même un gros chantier, la population dans ces nouveaux locaux-là. On a mené de nombreux chantiers d'aménagement de nos installations, une nouvelle clinique de dentisterie que j'ai eu l'occasion de visiter, une nouvelle clinique d'ophtalmologie que j'ai eu aussi l'occasion de visiter à l'hôpital Notre-Dame. On mène des rénovations dans certaines installations, comme par exemple dans notre CHSLD, le manoir de Verdun.
On a 25 millions de travaux, 25 millions de dollars de travaux qui sont en cours. Ça va durer quelques années, mais pour climatiser puis rafraîchir ces locaux-là. On a aussi créé une nouvelle unité pour des jeunes qui ont des troubles graves du comportement là, en lien avec des personnes qui vivent avec des troubles du spectre de l'autisme. J'ai eu l'occasion de visiter cette unité-là la semaine dernière où on héberge 8 jeunes qui ont des défis et qu'on essaie d'aider à retrouver une plus grande autonomie. Donc, j'ai rencontré les équipes aussi qui travaillent avec ces personnes-là. C'est une belle installation sécuritaire tant pour nos usagers que pour les employés. Donc, c'est une belle avancée aussi. Si on continue. Dans les bons coups, écoutez, puis il y en a plusieurs, puis encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais accueil du 1000e client à la clinique par an plus en mai 2021, donc c'est quand même pas rien. Déploiement du Wi-Fi ou du Wi-Fi public dans les milieux de vie afin que les usagers puissent communiquer avec leurs proches et leurs familles. J'ai des bons commentaires des gens qu'on héberge. Je sais aussi qu'il y a des usagers qui ont vécu avec leurs appareils personnels des défis à se connecter à notre Wi-Fi. Donc, on essaie de travailler là, avec les personnes concernées pour leur offrir cette connexion Internet-là, mais qu'ils puissent aussi le faire avec les appareils qu'ils ont déjà. Pour notre personnel, bien évidemment, on a eu un topo quotidien sur l'évolution de la pandémie à l'ensemble du personnel et médecins du CIUS, de les tenir informés. Donc, évidemment, aujourd'hui, présentement, on est un petit peu plus distancé, mais on a voulu maintenir les équipes au courant dans l'ensemble de l'année dernière de l'évolution de la chose. On a gagné des prix aussi, des mérites et des honneurs. Le prix régional de l'innovation dans le cadre du concours Innovation infirmière Banque nationale de l'OIC, l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, décerné au projet d'unité d'isolement de l'ancien hôpital Royal Victoria pour les personnes en situation d'itinérance atteintes de COVID-19. C'est une nouvelle offre de service qu'on avait déployée pendant la pandémie. On a eu aussi le prix de coup de cœur du gala Estime de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. On a gagné ça avec le CIUS de l'Est et celui du Nord. Et puis, c'est un prix qui remet une organisation, une personne qui s'est démarquée pour sa persévérance, sa ténacité, tout en contribuant de manière significative à la communauté. On a reçu aussi plusieurs médailles de l'Assemblée nationale. Mme Ulrich l'a mentionné tantôt, du côté de l'hôpital chinois, pour la performance exceptionnelle dans le contexte de la pandémie. Une médaille aussi à Mme Martine Thériault, organisatrice communautaire, nouvellement retraitée du CIUS pour sa contribution exceptionnelle à la communauté. Puis une autre médaille a été décernée aux équipes du CHSLD Champlain, du CHSLD de Verdun, du CHSLD Réal-Morel en reconnaissance de leur grande rigueur, de leur dévouement et de leur engagement auprès des résidents. Ce n'est pas tous les CHSLD qui ont eu des médailles, mais l'ensemble du personnel, des gestionnaires, des cliniciens ont fait un travail très important dans l'ensemble de nos CHSLD. Donc, je veux le souligner aussi, j'ai eu l'occasion de tous les visiter depuis mon retour dans le CIUS. Quelques éléments en rafale sur les résultats au regard du plan stratégique du ministère. Vous savez qu'il y a un plan stratégique national auquel l'ensemble des établissements doivent rendre des comptes. Donc, on va y aller en rafale, mais au niveau de l'accès aux services en dépendance, on se rend compte là, on avait une cible de personnes qu'on s'était engagé à avoir cette année. Et puis, malheureusement, on est un petit peu en bas de la cible. On est mieux que l'année dernière. L'année dernière, puis quand on parle de l'année dernière, on parle de l'année qui s'est terminée le 31 mars 2021. Donc, on voit qu'on a quand même eu des défis plus grands, probablement à cause des vagues de la pandémie, parce qu'on a eu à limiter, dans certains cas, là, pour des raisons de prévention, de contrôle des infections, l'accès aux services, il y a du délestage. Donc, mais on est résolument là, tourné vers l'atteinte de la cible pour l'année qui vient, en fait, l'année qui est en cours. On continue. L'accès aux services spécialisés, les consultations auprès d'un médecin spécialiste après référence par un médecin de famille réalisées à l'intérieur d'un certain délai, bien, on n'a pas pu rencontrer la cible, puis on s'est détérioré un petit peu cette année. C'est sûr que la pandémie explique une partie de la situation. L'accès à des médecins, c'est pas facile, en particulier sur nos territoires. Donc, on continue de travailler avec la communauté médicale, mais aussi, tantôt, j'ai eu l'occasion d'évoquer les travaux de notre CRDS, notre centre de référence en demande spécialisée. On continue de travailler là, pour arrimer les besoins de la population avec les disponibilités médicales. C'est un défi, mais on y travaille. Nombre de demandes de chirurgiens attendent depuis plus de 6 mois. Bien, on n'a pas tout à fait rencontré notre cible non plus.
mais on a des équipes au niveau des deux hôpitaux qui sont déterminées. On travaille là, sur un plan de rattrapage de ces chirurgies-là et on est confiant là, qu'on va être en mesure d'améliorer la situation pour l'année en cours. Du côté des patients traités par chirurgie oncologique, on a rencontré notre cible, même au-delà de notre cible, donc on veut continuer d'améliorer cette situation-là aussi. Améliorer l'accès aux services pour les personnes vivant avec une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. On s'était donné un objectif de place en service résidentiel qu'on a eu de la difficulté à atteindre, je vous dirais, l'an dernier. Puis il y a plusieurs éléments qui, je vous dirais, qui tournent autour de ça, mais c'est certain qu'entre autres, le coût de l'immobilier pour les gens qui souhaitent opérer des ressources intermédiaires, notamment, est difficile. Quand on voit un appel d'offres, on n'a pas beaucoup de gens intéressés, donc on travaille là-dessus. Puis on travaille aussi à continuer de développer des places à l'intérieur de nos propres locaux dans le CIUS, des places adaptées. En même temps aussi qu'on doit moderniser les places qu'on a déjà. Donc, c'est un défi, je vous dirais, à 3 niveaux, mais nos équipes là, du côté de la direction concernée sont toujours engagées pour améliorer cette situation-là. Soutien à domicile, on n'a pas atteint tout à fait le nombre de personnes qu'on aurait voulu desservir. En même temps qu'on a livré plus d'heures de service en soutien à domicile. Donc, c'est comme si on avait déployé plus d'heures par personne. Dans le fond, c'est ce que ça peut laisser voir comme défi. Puis ça laisse voir les défis liés au vieillissement, puis aussi le défi lié à l'isolement des personnes qu'on soutient au niveau de l'aide à domicile. Donc, on continue de travailler ça avec les équipes concernées, puis on sait que c'est une des clés là, du succès je vous dirais, du vieillissement actif qu'on veut, du virage vers le vieillissement actif qu'on veut implanter dans la société québécoise. Mais quand même, on voit que nos équipes sont capables d'augmenter l'offre de services. Notre défi, c'est d'être capable quand même de suivre aussi l'évolution des besoins des usagers ces indicateurs-là nous laissent pointer, qui sont grandissants. Il y a plus d'usagers qui ont besoin de services et les usagers ont besoin individuellement de plus de services. Donc, c'est ce que ça laisse poindre aussi comme défi pour les prochains mois, les prochaines années. Les activités reliées à la gestion des risques et à la qualité. Donc, on est en processus de visite d'agrément de la part d'Agrément Canada. Donc, dans les prochains jours, là, on va avoir la visite d'une équipe qui va venir visiter les équipes en santé physique générale et spécialisée, puis à la direction des services généraux et des partenariats urbains, de même que la télésanté. Puis on a aussi une autre phase qui est prévue davantage vers le printemps au niveau de la direction du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées, puis à la direction des programmes déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique. Donc, nos équipes sont à se préparer pour ça et on espère que le Agrément Canada va être en mesure de souligner tout le bon travail qui a été fait par les équipes, de même que, comme c'est l'objectif de ce genre de processus-là, les pistes d'amélioration continues qui peuvent avoir été soulignées par les visiteurs. Soins de fin de vie, peut-être un rapide topo là, sur les services qu'on a offerts cette année. Bien, on a accompagné en termes de soins palliatifs près de 1767 personnes donc dans l'année qui s'est terminée. Au niveau de la sédation palliative continue, c'est 15 personnes qu'on a accompagnées. Aide médicale à mourir, nombre de personnes, nombre de demandes, dans le fond, d'aide médicale à fournir, à mourir formulées, 91. On a administré l'aide médicale à mourir à 43 personnes. Puis le nombre d'aides médicales à mourir non administrées pour toutes sortes de motifs, là, ça monte à 23 personnes. Donc, c'est une offre de service encore relativement récente et qui va devoir continuer de s'adapter, de s'améliorer et de s'adapter, surtout quand on sait là, que le gouvernement souhaite déposer un projet de loi bientôt pour continuer de faire évoluer les soins de fin de vie au Québec et en particulier l'aide médicale à mourir. Quelques informations aussi en rafale sur la façon dont on a travaillé avec la population, nos usagers. Donc, on a travaillé avec le Bureau de l'engagement du partenariat avec les usagers, leurs proches,
différentes rencontres qui ont été menées, un projet entourant la déclaration par les usagers et leurs proches, autour des événements évitables et indésirables, conception d'une trousse d'intégration des usagers ressources, très important. Aussi, comité des usagers du centre intégré, donc ce qu'on appelle communément le QCI, élaboration et mise en œuvre d'un plan de communication pour faire rayonner les comités des usagers et promouvoir le recrutement de nouveaux membres. On a aussi une stratégie concertée d'évaluation de l'expérience des usagers. On a réalisé un premier cycle de sondage en 2021 dans 8 directions cliniques, puis on a sondé plus de 7000 usagers sur leur satisfaction des services qui ont été rendus. Donc, ça, c'est majeur et ce n'est pas tous les établissements qui ont ce type de sondage systématique-là. Donc, nous, on est précurseurs dans la matière, puis on est content de le faire avec le QCI aussi, parce que encore une fois, c'est un outil pour améliorer les services. Aux travaux avec les membres de la population, co-construction avec le comité central en éthique pour le développement d'un cadre d'éthique par et pour les pairs accompagnateurs. Encore une fois, particulièrement dans certains programmes, les pairs aidants ou accompagnateurs sont une clé importante de la réadaptation et d'un retour vers une plus grande autonomie des personnes qu'on soutient. Alors, ça fait le tour, moi, de ce que je voulais partager avec vous. Je passerai maintenant la parole à Guénaëlle Joly, qui est notre directrice des ressources financières, pour une présentation des états des résultats pour l'année qui s'est terminée au 31 mars dernier. Bon, merci. Bonsoir à Mme Ulrich, bonsoir M. Léoyer, bonsoir Mme Roy, bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, je vous présente les états financiers. Alors, à la page qui est devant vous, ce sont les résultats financiers du fonds d'exploitation pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2022. Notre subvention du ministère a été de 2,3 milliards, qui est une augmentation importante par rapport à l'année dernière. On a eu plusieurs nouveaux financements. Contribution des usagers, 93 millions, principalement les usagers en CHSLD dans les hôpitaux. Vente de services, recouvrement, donations, revenus de type commercial, 35 millions. Les autres revenus, 82 millions, pour un total de revenus de 2,5 milliards. Au niveau des dépenses, notre principale dépense, ce sont les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour 1,6 milliard. Les rétributions versées à nos ressources, les 66 millions. Les dépenses de transfert, comme on disait tantôt, on est responsable de toute la région de Montréal pour les organismes communautaires et les résidences privées pour aînés, 329 millions. Et les autres charges, 392 millions. Pour un total de charges de 2,5 milliards et un surplus au 31 mars de 47 982 $. On peut aller à la page suivante. Donc, au niveau des résultats du fonds d'immobilisation, nos dépenses capitalisables, on a reçu des subventions du ministère de 92 millions. Donc, encore là, beaucoup plus important que l'année dernière. On a beaucoup de nouveaux projets en chantier. Donations, donc ce qui vient de nos fondations, 449 000. Et les autres revenus, 2 millions. Donc, on a ici de l'argent du fédéral et de l'argent de d'autres ministères que le ministère de la Santé. Donc, un total de revenus de 135 millions. On a nos frais financiers puisque nos dépenses capitalisables sont financées par des emprunts. Donc, on a des 19 millions. Entretien et réparation, 3,4 millions. L'amortissement des immobilisations, 89 millions. Toutes ces charges totalisent 113 millions pour un surplus de l'exercice de 22 millions. Un surplus très important cette année, étant donné qu'on a eu un transfert des immeubles de la SQI qui appartenaient donc à la SQI qui appartiennent maintenant à notre établissement, ce qui nous a occasionné un surplus très important cette année. Page suivante. Au niveau de notre déficit cumulé, on a un déficit cumulé dans notre fonds d'exploitation de 36 millions. À ça, on est allé chercher notre 47 000 de surplus et on a transféré à notre fonds d'immobilisation 1,8 million pour l'acquisition d'un foyer pour DITSA, le foyer IMUS. Donc, ce qui fait un déficit total de 37 826 000.
Page suivante. Les surplus cumulés au fonds d'immobilisation. Donc, contrairement au fonds d'exploitation, au fonds d'immobilisation, c'est un surplus cumulé que nous avons de 50 millions. On a ajouté à ça notre 22 millions de surplus de l'année. On a reçu du fonds d'exploitation 1,8 million pour terminer l'année avec un surplus cumulé dans notre fonds d'immobilisation de 74,8 millions. Également, les dépenses de la COVID. Alors là, on vous a mis quand même les dépenses de plusieurs années, là, ce qui est intéressant. Donc, au total, pour la COVID, on a eu des dépenses de 850 millions. On peut voir 12 millions en 19-20, 452 millions en 20-21 et 384 millions en 21-22. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, une réduction. Et les dépenses capitalisables cumulatives, oui, merci, 23,3 millions pour un total de coûts COVID cumulatif pour notre établissement de 873 millions. Donc, c'est ce qui fait le tour de ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Mme Joly. C'est maintenant au tour je passerai la parole, en fait, à Mme Céline Roy, commissaire locale aux plaintes, à présenter présenter le rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits. Mme Roy. Bonsoir. C'est avec plaisir que je participe à cette séance publique annuelle d'information. Dans un premier temps, permettez-moi de vous présenter l'équipe du bureau du commissaire. Alors, il y a deux commissaires adjoints qui font partie de l'équipe, Stéphane Marcil et Linka Tanassa. Par la suite, j'ai plusieurs délégués qui sont majoritairement des professionnels du réseau de la santé. Donc, Jacinthe Sourdif, Suzanne Arbeck, Nathalie Vacry, Marie-Chloé Benoît, Cassandra Ménard-Sans-Souci, Karine Dagenet, Fabien Bessner et Mélissa Godin. Et Mourad Charaoui et Mireille Landry sont deux personnes qui soutiennent administrativement le bureau du commissaire pour nos fonctions. Toutes ces personnes sont essentielles au bureau du commissaire, au mandat du bureau du commissaire, soit celui de s'assurer du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs plaintes. Il y a d'autres précieux collaborateurs que j'aimerais également nommer qui font partie du CIUS Centre-Sud. M. Ulrich, M. Lehouillier a parlé tantôt du QC, du Comité des usagers du Centre intégré. Donc, c'est des précieux collaborateurs. Il y a le Comité des usagers. On a 11 comités des usagers dans notre établissement. Les comités de résidents des centres d'hébergement, il y a 17 comités de résidents et le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de l'Île de Montréal qui a comme mandat d'aider les usagers à rédiger leurs plaintes. Les faits saillants du rapport du bureau du commissaire, cette année, nous avons traité 495 plaintes, ce qui représente une augmentation de 16 De ces 495 plaintes, nous avons traité 888 motifs et grâce à la collaboration des gestionnaires dans l'amélioration de la qualité des services, 344 mesures correctives ont été déployées. 57 dossiers, les usagers se sont prévalus de leur recours au protecteur du citoyen au second palier. Donc, 57 usagers se sont adressés au protecteur du citoyen. Plus de 90% des conclusions du protecteur du citoyen ont confirmé les conclusions du bureau du commissaire. Les médecins examinateurs ont également vu les plaintes médicales augmenter de 72%. Les interventions, c'est-à-dire lorsque on croit que les usagers, leurs droits ne seraient pas respectés puis qu'on veut faire une enquête, on a eu 377 dossiers, ce qui représente une augmentation de 3%. Et des assistances également augmentées. Une assistance, on assiste les usagers dans l'obtention d'un soin, d'un service ou dans la rédaction de leur plainte. Ces augmentations peuvent s'expliquer en partie par la reprise des activités post-pandémie. Vous trouverez les détails du rapport du commissaire sur le site web de notre établissement. Merci. Merci, Mme Roy. Alors, c'est au tour à nouveau à M. Lehouillier de prendre quelques
quelques temps pour expliquer les priorités 2022-2023. Monsieur Lerouillier. Bien, évidemment, en plus de la poursuite de nos activités, une attention particulière dans tous nos secteurs aux gestes et aux activités qui pourraient fidéliser notre personnel, hein. On compte déjà, parce qu'on parle souvent des gens qui manquent, mais c'est important aussi de parler des gens qui sont là, qui sont fidèles au poste et qui sont la vaste majorité des personnes dont on a besoin pour maintenir notre offre de service. Donc, on va continuer de travailler avec ces personnes-là cette année. On a des défis notamment liés au tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, on a plusieurs de nos employés qui sont touchés par ça, de nos médecins aussi, donc on va travailler là-dessus. Des efforts aussi pour améliorer l'accès aux chirurgies, j'ai eu l'occasion de l'évoquer, aux services de santé mentale, puis aux services pour les jeunes ou aux services à domicile aussi. L'optimisation de l'utilisation de notre parc immobilier, puis la rénovation de certaines de nos CHSLD, ça fait partie des constats de ma tournée, là, mais on a des installations souvent qui sont vétustes et puis qui ne sont pas toujours adaptées aux besoins qu'on a. Donc, comment, par exemple, on peut, par l'avènement du télétravail, parce qu'il y a une partie de nos employés qui peuvent faire du télétravail, réduire nos espaces à bureau puis concentrer notre énergie sur les locaux qui servent à accueillir des usagers, des patients, des résidents. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler cette année. On va aussi revoir nos priorités organisationnelles, diminuer notre nombre de projets pour être capable d'en avoir un petit peu moins, parce que ce sont tous des bons projets, des bonnes idées, mais en avoir un petit peu moins, mais en livrer plus. Donc, c'est notre défi, d'être capable d'avoir des succès, comme on en a déjà, évidemment, mais d'avoir des succès qui viennent plus rapidement, puis des bénéfices, évidemment, pour la clientèle, parce que c'est toujours notre objectif ultime. Alors, voilà, ça fait le tour. Peut-être, je mentionnerais, j'ai oublié de le mentionner en introduction, peut-être avant d'aller à la prochaine section, c'est que normalement, on diffuse le rapport annuel de gestion de l'établissement dans le contexte de l'Assemblée annuelle publique d'information. Puis, la loi est en fait de cette façon, d'une telle façon, puis je parle de la loi sur les services de santé et les services sociaux, que il revient au ministre de la Santé de déposer notre rapport annuel de gestion à l'Assemblée nationale avant qu'il puisse être rendu public. Et cette année, la session parlementaire, en raison de l'élection, débute plus tard que prévu. Donc, aujourd'hui, on a maintenu quand même notre Assemblée annuelle pour partager l'information, mais notre rapport annuel ne va être disponible que dans quelques semaines, au moment où il aura été déposé officiellement par le ministre à l'Assemblée nationale. Évidemment, il sera disponible sur notre site Web pour les personnes qui sont intéressées, mais vous pourrez retrouver, dans le fond, un petit peu plus en détail là, les éléments qu'on a partagés avec vous en synthèse. Donc, je pense que c'est important là, d'apporter cette nuance-là là, pour qu'on puisse voir pourquoi on n'a pas de rapport avec nous aujourd'hui. Alors, voilà. Merci beaucoup, M. Lerouillier. Merci vraiment à tous les présentateurs qui ont vraiment donné des informations très claires et très importantes à la population et aux gens présents. Merci à toutes les personnes qui se sont jointes également à la séance aujourd'hui. Alors, tout cela s'est déroulé très rondement à 17h59. Pardon, il est maintenant le temps d'annoncer la levée et la fin de la séance publique annuelle d'information du Conseil d'administration 2021-2022. Merci et bonne soirée à tous.